Tout d'abord, merci à l'AMCAR et merci au professeur Schraipi pour cette invitation. Donc, très honoré de participer. Pour parler donc du coroscanner comme examen de première intention dans le diagnostic de la maladie coronaire. Donc, c'est un vaste sujet. J'espère que je ne vais pas trop dépasser. Donc, la maladie coronaire, elle se révèle le plus souvent en tout cas, par une douleur thoracique qui peut être aiguë. Donc, ça représente quand même 30% des motifs de consultation aux urgences. Et dans 30% des cas, on aura affaire soit à un STEMI, soit à un NSTEMI. Donc là, la prise en charge est assez claire, c'est la coronarographie. Mais ça représente quand même du coup 70% des patients qui n'auront pas de diagnostic de coronaropathie retenu au moment de l'évaluation initiale. Donc, c'est un chiffre vraiment important à prendre en compte. La douleur thoracique peut aussi être chronique, donc on parle de chronique à partir d'au moins 1 mois de douleur à l'effort plutôt stable. Donc l'évaluation initiale, elle va comporter évidemment, vous le savez tous, l'examen clinique, le CG toutes 18 dérivations, le dosage de troponine, au moins 1, selon la date à laquelle ou l'heure à laquelle s'est produite la douleur thoracique, et une échographie cardiaque transthoracique. Donc tout ça, pourquoi? Pour évaluer le risque de coronaropathie et rechercher aussi d'autres causes qui peuvent expliquer la douleur thoracique, car comme vous le savez, un bon nombre de douleurs thoraciques ne sont absolument pas d'origine ni cardiaque et encore moins coronaire, donc qu'elles soient d'origine pulmonaire, vasculaire, gastro-intestinale, musculo-squelettique ou encore bien d'autres causes. Donc, de quel test diagnostic on dispose dans le cadre de la coronaropathie pour évaluer la présence d'une coronaropathie? Eh bien, on a les tests dits fonctionnels. Donc, alors le CG d'effort que j'ai mis entre parenthèses parce que depuis les dernières recommandations, sa place est vraiment en deuxième ligne après les autres tests. Donc, l'échographie de stress, qu'elle soit d'effort ou sous dobutamine, la scintigraphie myocardique, l'IRM cardiaque de stress, donc des tests fonctionnels qui ont beaucoup de qualité. Et puis des tests anatomiques, donc le coroscanner ou la coronarographie. Donc des tests anatomiques, alors simplement pour parler de la coronarographie, on sait depuis un certain temps, notamment depuis cette étude du New England Journal of Medicine de 2010, que le pourcentage de coronarographie blanche est quand même vraiment très important. Donc, dans cette étude qui s'est quand même intéressée à plus de 400 000 patients sans coronaropathie connue aux États-Unis, on avait 40% de coronarographie blanche, alors que pour autant, une partie des patients avaient déjà eu une recherche d'ischémie non invasive auparavant. Donc 40% aux États-Unis. En France, c'est plutôt de l'ordre de 30% de coronarographie blanche dans le cadre d'une corodiagnostic, ce qui reste quand même très élevé. Et ce chiffre est aussi à relativiser parce qu'il est 2 fois plus élevé chez les femmes. Donc vraiment, on a besoin absolument d'avoir des tests fiables qui permettent d'exclure la maladie coronaire en cas de douleur thoracique. Donc dans ce contexte, c'est là qu'on peut être amené à parler du coroscanner. De quelles données on dispose actuellement? Eh bien, on a la chance d'avoir 2 études relativement récentes sur de larges populations qui se sont intéressées justement à cette question de savoir quel peut être le meilleur moyen diagnostique pour essayer de rechercher une coronaropathie chez des patients qui sont atteints de douleurs thoraciques, mais qui, dans la plupart des cas, ne présentaient pas de coronaropathie connue. Donc, on a sur la gauche l'étude Promise et sur la droite l'étude Scott-Hart. Donc, pour passer un petit peu en revue les caractéristiques de ces 2 études, l'étude Promise était une étude nord-américaine qui a quand même inclus un peu plus de 10 000 patients, ce qui est quand même considérable, tandis que l'étude Scott-Hart était de dimension un peu plus réduite, mais c'était une étude qui ne concernait que des centres écossais. Les populations étaient à peu près du même âge, environ 60 ans, même si elles étaient un petit peu plus âgées dans le cadre de Promise, avec un peu plus de patientes. La douleur thoracique n'était pas toujours présente dans les patients de Promise et par contre, elle était dans 100% des cas dans l'étude Scott-Hart. Qu'est-ce qui a été évalué? Donc, c'était le risque en fait de survenue d'un événement cardiaque grave qui était défini un critère composite qui rassemblait à la fois les décès d'origine cardiovasculaire, les infarctus du myocarde non fatal et la nécessité de réhospitalisation pour angor instable, pour insuffisance cardiaque ou pour un arrêt cardiaque récupéré. Alors, la particularité de Scott-Hart, c'est qu'elle a eu 2 périodes, une, on va dire, de suivi à environ 2 ans, 2 ans et demi, comme l'étude Promise, et ensuite un suivi à plus long terme qui nous a permis d'avoir des données donc à 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, dans l'étude Promise, on n'a pas de différence significative dans la survenue du critère de jugement principal, donc les événements cardiaques, donc à environ 2 ans de suivi, donc 25 mois en durée médiane. Donc, 3,3% de survenue dans le groupe scanner et 3% dans le groupe de tests fonctionnels.
Donc, il n'y a pas de différence significative pour l'étude promise à première vue. Par contre, dans l'étude Scott-Hart, on a des résultats un peu différents dans le sens où on a 2,3% de survenue de cet événement dans le groupe scanner contre 3,9% dans le groupe de tests fonctionnels, ce qui représente finalement une baisse de survenue de ce critère de 41% dans le groupe scanner versus les tests fonctionnels. Alors, tout ça de façon significative avec un petit p à 0,004. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Tout d'abord, même si ces études ont des points communs, elles ont aussi pas mal de différences, notamment le fait que les patients étaient probablement un peu plus à risque dans l'étude Scott-Hart, donc où ils avaient 100% de douleurs thoraciques. On avait par contre dans les deux cas un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, ça il n'y avait pas trop de différence. Par contre, le suivi a été quasiment 2 fois plus long dans la seconde étude Scott-Hart, donc avec une durée médiane de suivi de presque 5 ans, donc ce qui permet de recueillir plus d'événements. Le test comparateur était aussi l'un des éléments fondamentaux différents entre les deux études. Dans l'étude Scott-Hart, dans 85% des cas, on avait un ECG d'effort qui était le test comparateur par rapport au scanner. Dans 10% des cas, un test fonctionnel couplé à l'imagerie, alors que c'était vraiment la norme dans l'étude promise. On sait quand même que le ECG d'effort a des performances diagnostiques beaucoup moins importantes que les tests fonctionnels couplés à l'imagerie. Et donc, on peut se demander à première vue si l'une des raisons qui a fait que les résultats sont tellement en faveur du scanner dans l'étude Scott-Hart, ce ne serait pas en partie au moins en raison du fait que le comparateur n'était peut-être pas le plus judicieux. Alors, je dis peut-être parce qu'il y a d'autres raisons. Tout d'abord, juste en ce qui concerne les résultats, donc on voit bien qu'il n'y avait pas de différence, en tout cas en population globale, pour le devenir des patients dans l'étude promise à gauche. Et par contre, dans l'étude Scott-Hart, on voit bien donc la différence qui est significative, donc 2,3% de survenue du critère de jugement principal, qui est un critère composite, contre 3,9%. Et donc, en fait, tout le bénéfice était quasiment uniquement dû à la réduction des infarctus non fatals. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tout à l'heure, on parlait des 70% de patients qui ont un diagnostic de coronaropathie qui est rejeté à l'issue de la prise en charge initiale, mais pour autant, un certain nombre de ces patients vont quand même décéder de causes cardiovasculaires. Alors, ça peut paraître un petit peu antinomique, mais en fait, c'est vraiment assez intuitif. Un certain nombre de ces patients ont en fait aussi des plaques coronaires qui ne sont pas forcément responsables de la douleur thoracique, mais on sait que la maladie coronaire, c'est un continuum, et donc, ce sont des patients qui, malgré tout, vont développer une vraie coronaropathie symptomatique dans leur devenir. On va y revenir après. Et juste une information supplémentaire sur Promise, en fait, des analyses en sous-groupe ont été réalisées, notamment chez les patients obèses, où on s'est rendu compte que, en fait, on avait, chez les patients très obèses, donc avec un IMC supérieur à 35, on avait une diminution des performances diagnostiques de la scintigraphie. Et donc ça, on a souvent le cas, pour ceux qui font de l'imagerie, le fait d'avoir une atténuation importante, notamment au niveau de la paroi inférieure, donc chez les obèses principalement, et donc qui peut être source de faux positifs. Donc en fait, les performances de la scintigraphie diminuent assez franchement chez les grands obèses, alors que dans le coroscanner, c'est moins le cas. Dans une autre sous-population, les diabétiques, on avait un risque de décès de cause cardiovasculaire et d'infarctus du myocarde non fatal qui était plus bas en cas de réalisation d'un coroscanner par rapport au test fonctionnel, donc 1,1% versus 2,6%, ce qui représente quand même une baisse assez significative. Et donc, on peut se demander si, de toute façon, même en cas d'évaluation par rapport à un autre test diagnostique, qui serait un test fonctionnel couplé à l'imagerie, eh bien, dans certaines populations, quoi qu'il arrive, le scanner serait de toute façon le test le plus approprié. Ce sont des pistes. En tout cas, les recommandations ESC 2019 mettent bien le scanner coronaire en première position, à égalité avec les tests d'imagerie non invasifs, avec une recherche donc d'ischémie. Simplement, ce ne sera pas exactement dans les mêmes cas. C'est-à-dire que le scanner coronaire, comme les tests fonctionnels couplés à l'imagerie, vont être décidés à l'issue d'une évaluation qui va être nécessaire et de façon vraiment très rigoureuse, que ce soit au niveau clinique et paraclinique, avec notamment, comme je disais tout à l'heure, le CG, le dosage de la troponine et l'échographie cardiaque transthoracique. Et donc, à l'issue de tout ça, si on considère que le patient, a priori, n'est pas en train de faire un STEMI ni un STEMI de façon assez
assez probable, il faudra évaluer sa probabilité pré-test de coronaropathie. Et donc, si elle est relativement faible à modérée, dans ce cas-là, on pourra plutôt préférer le scanner coronaire. Pourquoi? Parce que le scanner coronaire, c'est vraiment un examen qu'on appelle de rule-out, c'est-à-dire pour exclure la maladie coronaire. Il a une très bonne sensibilité, une très bonne valeur prédictive négative. Par contre, si on est plutôt dans le cadre d'une probabilité pré-test qui est assez élevée, eh bien, avant d'aller directement vers la coronarographie, on préférera plutôt un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Le but, encore une fois, étant de limiter les coronarographies inutiles, les coronarographies qui vont se révéler blanches. Donc, ça a été étudié, la douleur thoracique avec probabilité pré-test élevée, le coroscanner en fait n'apporte pas de bénéfice par rapport au fait d'adresser directement en coronarographie. Donc, de façon assez logique, si le coroscanner n'apporte rien par rapport au fait de réaliser une coronarographie, c'est-à-dire qu'on finira quasiment toujours par une coronarographie dans ce cas-là, eh bien, évidemment, on n'a aucun intérêt à aller faire un test supplémentaire qui va irradier encore un petit peu plus et injecter un peu plus d'iode. Par contre, la question qui va se poser, c'est de plutôt réaliser d'abord, avant la coronarographie, d'abord plutôt un test localisateur, donc un test fonctionnel couplé à l'imagerie. La probabilité pré-test, j'en parlais tout à l'heure, elle est vraiment très importante à évaluer et en fait, les modalités d'évaluation ont un peu changé par rapport au dernier test qui avait été publié dans les recommandations de 2013. Donc, dans les diagrammes actuels, en fait, on a tendance à penser qu'on surestimait auparavant la probabilité pré-test des patients. Là, on se rend compte qu'on a besoin de quelques critères pour définir la probabilité pré-test, c'est-à-dire le caractère de la douleur, est-ce qu'elle est typique, atypique, non angineuse ou sans douleur thoracique, mais par contre une dyspnée, le sexe, homme ou femme, et la classe d'âge. Donc on se rend compte en fait qu'une large population n'a en fait, même en cas de douleur thoracique, une probabilité qui est vraiment très faible, c'est-à-dire à moins de 5%. Et dans ces cas-là, de toute façon, il n'est pas vraiment recommandé de réaliser des tests complémentaires après l'évaluation initiale clinique, ECG, biologique et échographique. Donc il n'est vraiment pas nécessaire de conseiller aux praticiens d'adresser leurs patients qui ont une probabilité pré-test très faible pour que ce soit un ECG d'effort, une échographie de stress, n'importe quel test fonctionnel ou un test anatomique. On en reste là. Par contre, à partir du moment où on a 10 à 15% de probabilité pré-test, donc une probabilité qui est relativement faible, voire jusqu'à 65%, donc une probabilité qui est relativement intermédiaire, dans ce cas-là, c'est plutôt la place du coroscanner. Les performances des tests diagnostiques sont vraiment très importantes à connaître. Pourquoi? Pour savoir dans quel cas on va plutôt se reposer sur un examen ou un autre. Si on veut savoir s'il existe une coronaropathie significative, dans ce cas-là, c'est vraiment un test anatomique qui va être le plus performant et c'est reflété par la sensibilité et la spécificité du scanner qui, en fait, est la meilleure. Par contre, s'il s'agit de savoir si la coronaropathie est significative, ce qui nous intéresse en fait le plus souvent, c'est vraiment le scanner qui est le plus sensible, encore une fois. Par contre, vous voyez que sa spécificité, qui est de l'ordre de 53%, est vraiment très en retrait par rapport aux tests fonctionnels couplés à l'imagerie, qui sont tous aux environs de 85%. Donc, les recommandations européennes de 2019 sur la maladie coronaire stable, c'est-à-dire avec une douleur thoracique, mais qui dure depuis au moins un mois, en tout cas sans événement aigu, eh bien, elles ont pris en compte toutes ces dernières études et elles ont placé le scanner coronaire en première intention, à égalité avec les tests fonctionnels couplés à l'imagerie pour l'évaluation de la coronaropathie chez un patient qui est symptomatique, mais dont l'évaluation initiale n'aura pas permis de trancher s'il a effectivement une coronaropathie ou non. Donc, le scanner a vraiment toute sa place. Maintenant, ce qui est détaillé un petit peu plus en profondeur dans ces recommandations, c'est dans quel cas réaliser plutôt l'un ou plutôt l'autre. En tout cas, si vous avez décidé de faire d'abord un coroscanner mais qu'il n'est pas concluant, eh bien, il est recommandé de pratiquer, avant de réaliser une coronarographie, d'abord de pratiquer une recherche d'ischémie non invasive par un test fonctionnel couplé à l'imagerie. À l'inverse, si vous avez un test fonctionnel couplé à l'imagerie qui n'est pas concluant, eh bien, vous devez aussi plutôt privilégier le coroscanner avant d'aller à la coronarographie, encore une fois, pour diminuer le nombre de coronaropathies futiles blanches, qui, même si elles sont futiles, par contre, sont pourvoyeuses d'un certain nombre d'événements et de complications, notamment des hématomes, des dissections, des décès, il faut quand même le rappeler, et une irradiation complémentaire.
Il faut aussi savoir que le coroscanner ne doit pas être proposé dans certaines situations, on y reviendra après. Donc les coronaropathies, les calcifications coronaires extensives, les rythmes irréguliers et d'autant plus s'ils sont rapides, une obésité significative, ce qui va un petit peu contre ce dont on a parlé tout à l'heure, mais en tout cas il est clair que l'obésité n'est pas forcément un facteur qui doit faire annuler le coroscanner, et également surtout la difficulté à tenir des apnées. Une autre donnée très importante et qui est très récente, c'est l'étude Ischemia. Alors pourquoi je vous en parle? C'est une étude qui s'est intéressée, donc qui est parue en 2020 dans le New England Journal of Medicine, et qui s'est intéressée dans une population assez large de plus de 5000 patients qui étaient stables, encore une fois, avec une ischémie modérée à sévère prouvée par un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Eh bien, chez ces patients qui avaient une exclusion d'une lésion significative du tronc commun, c'est-à-dire à plus de 50%, et exclusion aussi de, malgré la présence d'une soi-disant ischémie, pas de lésion coronaire significative sur le coroscanner, pas non plus de dysfonction veineuse sévère, eh bien, on a fait deux stratégies. Un traitement conservateur, donc un traitement médicamenteux, avec de l'aspirine, des bêta-bloquants, tous les médicaments que vous connaissez bien, soit un traitement invasif avec une coronarographie et surtout une revascularisation. Le critère de jugement était composite et composé donc de décès cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde, d'hospitalisation pour angor instable, insuffisance cardiaque et arrêt cardiaque récupéré. Eh bien, à l'issue d'un suivi médian de 3,2 années, on n'avait pas de différence significative entre la stratégie médicale seule conservatrice et la stratégie invasive. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien tout simplement parce que dans cette étude, dans l'étude Ischemia, donc qui, comme je vous le disais, montre bien que quel que soit le critère qui soit composite, le critère de jugement principal, et puis les différents critères qui composent ce critère composite, on n'a pas de différence. Dans cette étude, on avait en fait quasiment systématiquement un scanner qui avait été réalisé. Donc non seulement on avait un scanner réalisé, mais on avait également une recherche d'ischémie non invasive par un test fonctionnel couplé à l'imagerie qui avait été réalisé. Et donc ça nous a permis de comprendre que le coroscanner a vraiment toute sa place en première ligne pour exclure, d'une part, la maladie coronaire, également aussi pour affirmer la maladie coronaire, notamment pour des lésions qui sont très franchement significatives, comme une lésion à plus de 50% du tronc commun ou à plus de 70% sur les troncs proximaux. Mais également, non seulement ça nous permet de regarder s'il y a une maladie coronaire, mais en plus, ça nous permet de savoir si elle est active, c'est-à-dire chez un patient qui a une douleur thoracique actuellement, on peut se rendre compte si les plaques sont probablement en rapport avec cette douleur, mais également s'il n'y a pas de plaques significatives, on peut avoir quand même l'existence de plaques qui sont dites à haut risque et qui incitent à en fait intensifier des mesures thérapeutiques préventives. Ces mesures thérapeutiques préventives, on les connaît tous, c'est l'aspirine et les statines notamment. Et donc, ce serait l'une des raisons pour lesquelles chez les patients de Scott Hart, eh bien, on avait un bénéfice assez certain du scanner coronaire. Un dernier point pour Ischemia, eh bien, c'est que la question qui peut se poser maintenant, c'est-à-dire que chez des patients qui sont stables et qui ont une maladie coronaire avérée, eh bien, il n'y a pas forcément de bénéfice à aller les revasculariser et on peut, entre guillemets, simplement les traiter de façon médicale. Est-ce que le scanner coronaire seul peut suffire, c'est-à-dire sans avoir besoin de réaliser même simplement une coronarographie diagnostique? C'est une question qui se pose et en tout cas, Ischemia soulève cette problématique. On parlait de la maladie coronaire stable, et bien les recommandations ESC 2015 parlaient également du NSTEMI, et donc le coroscanner peut aussi avoir sa place, parce qu'on sait tous que même si on a une douleur thoracique avec une élévation qui peut être plus ou moins faible de troponine, en tout cas peu concluante, on a souvent d'autres pathologies qui peuvent être en cause, notamment que ce soit le Takotsubo, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire, la rhabdomyolyse, des infections. Et donc, si la probabilité, malgré tout, malgré des modifications électriques mineures ou des élévations mineures de troponine, eh bien, si malgré tout la probabilité reste faible à intermédiaire, le scanner peut avoir toute sa place. C'est très important de le rappeler, la coronarographie n'est pas le seul examen à pouvoir être réalisé dans ces cas-là. Alors maintenant, très rapidement, la place du scanner non injecté, eh bien, on le fait systématiquement, en tout cas dans notre centre, avant l'injection de produits contraste, pas vraiment pour la stratification du risque des patients, parce que si ils ont des douleurs thoraciques, on va dire la classification pronostique selon le scanner, le score calcique coronaire d'Agatston n'est pas vraiment ce que l'on va retenir. Par contre, on pourra savoir s'il faut vraiment injecter du produit contraste chez ces patients, notamment s'ils ont énormément de calcification. On sait que ce ne sera pas forcément très
très rentable. De la même façon, comme les images que je vous représente juste ici, un patient dont on ne savait pas qu'il avait des stents coronaires, eh bien on s'en est rendu compte avant de l'injecter, donc ça a évité d'avoir un examen qui était non concluant, mais qui aurait engendré une irradiation et une injection de produits de contraste. Alors, très rapidement, les autres intérêts du coroscanner en l'absence de douleur thoracique, c'est notamment l'évaluation du risque cardiovasculaire et la recherche de plaques qui peuvent être vulnérables. Donc, c'est ce qu'on va qualifier de plaques à haut risque. Il y a une petite place chez le patient qui est à très haut risque asymptomatique, et donc le diabétique, de baisser pour la réalisation d'un scanner ou d'un test fonctionnel couplé à l'imagerie, mais c'est en pratique, j'espère, assez relativement peu réalisé parce que la rentabilité du test reste assez médiocre. Les plaques à haut risque, par contre, sont très importantes à rechercher et notamment à signaler en cas de douleur thoracique, même si elles ne sont pas en lien avec une sténose significative. Pourquoi? Parce qu'elles portent en fait le risque d'avoir un événement cardiaque à long terme. Ces plaques à haut risque, ce sont les plaques hypodenses, comme on peut voir ici, avec vraiment une densité très faible, à moins de 30 unités Hounsfield de ces plaques, qui font quasiment la périphérie du vaisseau, même si pour autant, vous voyez que la sténose n'est pas significative. Donc, si ce patient était là pour une douleur thoracique, ce n'est pas cette plaque, a priori, qui était en cause. Par contre, ce patient doit vraiment être suivi de façon vraiment importante à long terme et avec des mesures de prévention cardiovasculaire. Le remodelage positif, c'est-à-dire l'expansion de la plaque en dehors de la lumière, qui est aussi un marqueur de risque important. Et puis, ce qu'on appelle le signe du rond de serviette, c'est-à-dire le fait d'avoir le centre de la plaque qui est plus hypodense que le reste. Et en fait, ce centre très hypodense est en fait le reflet d'un cœur lipidique dont on sait qu'il compose en général les plaques à plus haut risque. Donc, c'est un petit peu aussi le sens de cette sous-étude de l'étude promise qui montrait que la présence de plaques à haut risque, donc les HRP dont on a parlé, est associée à un taux de MACE, d'événements cardiovasculaires beaucoup plus élevé, donc 2,7 fois plus élevé que si les plaques à haut risque n'étaient pas présentes, même si on va dire, même après ajustement sur les sténoses significatives. Un deuxième intérêt, c'est dans le cadre du bilan de dysfonction ou dilatation VG sévère, donc la recherche de cardiomyopathie dilatée. Si la probabilité de coronaropathie est relativement faible, le coroscanner a toute sa place pour éliminer la participation coronaire à la dysfonction. Et bien évidemment, dans le bilan préopératoire de chirurgie valvulaire, où c'est un examen qui est pratiqué de façon assez courante, là encore, chez des patients dont la probabilité de pré-test de coronaropathie est peu importante. Évidemment, chez les patients âgés qui ont un RAC serré calcifié, la rentabilité de l'examen sera probablement relativement faible à cause des calcifications. Très rapidement, deux nouvelles applications du coroscanner dont je n'ai pas beaucoup parlé, d'une part parce que ce n'est pas de la pratique courante et notamment pas chez nous. C'est le scanner de perfusion myocardique qui nécessite une phase d'acquisition au repos et une au cours du stress, donc avec 2 fois plus d'irradiation et 2 fois plus d'injection de produits de contraste. C'était un examen dont malheureusement les performances sont, on va dire, un peu biaisées. Souvent dans les publications, on retrouve de très belles images d'hypoperfusion, mais qui sont le plus souvent en lien avec des sténoses très importantes que de toute façon, on verra quoi qu'il arrive sur le scanner coronaire et que voilà, on n'aura pas besoin d'avoir un examen de perfusion forcément associé en cas de sténose très significative. Et par contre, en cas de sténose, on va dire plutôt intermédiaire entre 50 et 70%, les résultats sont vraiment beaucoup moins flagrants et donc l'intérêt de l'examen est relativement, à mon sens, modeste pour l'instant. De la même façon que la FFRCT qui donne des informations plutôt hémodynamiques, mais à partir d'informations purement anatomiques. Donc c'est encore relativement flou, mais là encore, la FFRCT dans les publications est vraiment très franchement altérée pour des lésions qui sont très franchement significatives sur un coroscanner, donc sur une évaluation anatomique pure. Le scanner peut avoir pas mal d'artefacts, donc on les connaît en général, hein, les artefacts de mouvement dus au mouvement cardiaque quand le cœur est trop rapide, des mouvements respiratoires chez les patients qui ne peuvent pas tenir d'apnée, des artefacts de volume partiel, des calcifications, de durcissement à cause du matériel métallique le plus souvent, et puis aussi des artefacts dus à un mauvais contraste, une qualité d'injection assez moyenne. On peut aussi avoir la superposition d'autres structures anatomiques qui gênent l'interprétation. Donc au final, le coroscanner a des avantages, bien sûr. Il est un examen très rapide. Il a une excellente valeur prédictive négative et une excellente sensibilité. Il est peu irradiant, en tout cas avec les examens dont on dispose sur les machines actuelles. C'est un examen qui, en général, est disponible, beaucoup plus que, par exemple, l'IRM cardiaque de stress.
Il permet également de rechercher d'autres anomalies et de donner des informations qui sont, même chez des patients qui n'ont pas de coronaropathie, on va dire significative au moment de l'examen, au moment de leur douleur thoracique, il peut permettre de dépister les patients qui sont à plus haut risque de développer des événements cardiovasculaires à long terme, et notamment quand on retrouve des plaques à haut risque dont on a parlé avant. Tout ça pour intensifier la prévention primaire chez ces patients spécifiquement. On n'a d'ailleurs pas d'autres traitements à stopper, c'est-à-dire pas de bêta-bloquants comme dans les tests fonctionnels, et on a assez peu de variabilité inter- ou intra-observateur pour la détection des plaques. Il y a évidemment quelques inconvénients aussi. On n'a pas d'évaluation fonctionnelle, en tout cas si on ne fait pas de scanner de perfusion ni de FFRCT. La spécificité est relativement moyenne, en tout cas pour la recherche d'une sténose fonctionnellement significative. Il y a des contre-indications, notamment l'insuffisance rénale chronique sévère, et puis d'autres limites qui sont plus dues au patient lui-même, donc la présence de petits vaisseaux, de calcification, de stent ou d'une fréquence cardiaque élevée. Donc tout ça nous pousse bien à redire qu'il faut une sélection optimale des patients pour avoir la réponse à la question posée. En conclusion, donc, le coroscanner est recommandé de façon claire en première intention au même titre que les tests fonctionnels couplés à l'imagerie pour l'exploration de la maladie coronaire stable, mais aussi c'est un examen qui est possible dans le cadre du NSTEMI quand la probabilité, malgré tout, malgré une petite élévation de troponine, quand la probabilité reste relativement faible. Donc on a d'excellentes prédictives négatives et une excellente sensibilité. Donc c'est un très bon examen pour exclure la maladie coronaire, mais un petit peu au détriment de la spécificité. Par contre, c'est un examen qui apporte d'autres informations, et notamment chez les patients qui n'ont pas de lésions coronaires significatives, mais par contre des plaques à haut risque, et qui peut permettre d'améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique par rapport aux tests fonctionnels qui, eux, ne visualisent pas les coronaires. Donc le candidat idéal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui a une probabilité faible à intermédiaire, qui est plutôt en rythme sinusal, qui n'a pas de coronaropathie connue, ni de franche calcification, et donc on doit vraiment sélectionner les patients qui vont bénéficier au mieux de ce type d'examen. Donc le futur, alors le scanner de perfusion ou la FFRCT, pour l'instant, n'ont pas encore montré suffisamment de bénéfices pour pouvoir être applicables en pratique courante. Et puis l'autre question qui dérive de l'étude ischémia, c'est de savoir si un jour on pourra se passer de coronarographie, dans certains cas, dans la maladie coronaire stable, même s'il y a une ischémie, en l'absence de lésion, évidemment, du tronc commun. Je vous remercie pour votre attention. Question-réponse. Monsieur, il y a beaucoup de questions. Donc, on va prendre un peu de temps et on va commencer par les questions posées au professeur Ahmed Bennis. La première question, est-il efficace de tenter de réduire une arythmie secondaire à une hypoxie ou un syndrome inflammatoire majeur par des antiarythmiques? Enfin, les recommandations aujourd'hui européennes qui ont été éditées 2020, avril 2020, disent que quand il y a une fibrillation auriculaire passagère, et tout dépend de la tolérance hémodynamique. S'il y a une mauvaise tolérance hémodynamique, à ce moment-là, il faudrait bien entendu choquer les patients, un choc électrique externe, et puis par la suite voir leur niveau de Schatzwarz et les anticoaguler. Si les malades ne sont pas en choc hémodynamique, c'est-à-dire ils sont en stabilité hémodynamique, à ce moment-là, il faut bien entendu ralentir ces patients, les anticoaguler éventuellement, ça dépend de leur Schatzwarz, et les réduire une fois ils passent cette période de Covid. Il est clair que les arythmies peuvent être passagères parce qu'il y a l'aura cytokinique, les marqueurs inflammatoires, les interleukines, tout ça, ça a une valeur pronostique. Mais le fait d'avoir une arythmie passagère peut augmenter le risque thromboembolique, et à ce moment-là, la réduction ou le ralentissement dépendra bien sûr de l'état hémodynamique du patient, et ça, c'est la chose qui est la plus importante. Les arythmies peuvent aussi être un marqueur pronostique, a fortiori s'il y a des lésions de myocardite, et en particulier si ça accompagne de lésions de troponine, d'augmentation de NT-proBNP, et que, comme je l'avais déjà montré pour les anciens topos, ce sont des marqueurs pronostiques. Voilà un peu ce qui est recommandé par la Société européenne. Deuxième question posée par Mme Abdelali. Peut-être insister sur le fait d'éviter la prescription de la digoxine dans CFA Covid. Qu'en penses-tu, Ahmed?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un contexte d'hypoxie, il y a un contexte inflammatoire extrêmement important. Alors, ce qui est recommandé, c'est d'éviter au maximum l'amiodarone, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, mais parfois on est dans l'obligation de l'utiliser. On utilise aussi des bêta-bloquants. Moi, je pense, si j'ai à prioriser, je mettrais bêta-bloquant en premier, amiodarone en second et digoxine ou diltiazem en trois. Mais je suis tout à fait d'accord avec le professeur Abdelali. Il faut tenir compte d'éléments importants, en particulier des Covid sévères, en particulier le Covid hypoxique. Et à ce moment-là, moi, je serais plutôt, bien sûr, oxygéner les malades, les réanimer, traiter le syndrome inflammatoire. Parfois, il y a tocilizumab qui est intéressante. Et puis, peut-être laisser en seconde intention amiodarone et digoxine, bêta-bloquant en premier. Voilà. Troisième question, tout patient ayant un Covid symptomatique doit-il être mis sous anticoagulant en dehors des formes graves de réanimation? Oui. J'ai montré le schéma de la SPHAR et les recommandations, c'est-à-dire tout dépend du niveau de risque. Si on a un niveau de risque qui est moyen, à ce moment-là, on mettra des HPPM. D'ailleurs, c'est recommandé au Maroc. Dans les recommandations du ministère de la Santé, on met les HPPM si le malade est admis. A fortiori, s'il a des marqueurs de risque graves, à savoir s'il est sous oxygène, en particulier sous ventilation, à ce moment-là, il faut mettre sous HPPM, parfois en double dose, matin et soir. Et j'insiste là-dessus, si on a les trois marqueurs importants, à savoir indice Mascorep plus de 30, Pygmalion plus de 8 et Didymer plus de 3000, à ce moment-là, il faudrait anticoaguler et la préférence va vers une anticoagulation à base d'héparine non fractionnée ou d'héparine de bas poids moléculaire à dose curative. Pour les patients hospitalisés qui vont sortir, qui ont des risques de thrombose veineuse, à ce moment-là, on a le choix. On les met sous HPPM et si on estime que le risque de thrombose est élevé, à ce moment-là, on le mettra soit sous antivitamine K, sous un Sonaco à la sortie des patients, mais c'est une recommandation de bon sens. Il n'y a pas d'études randomisées là-dessus. Une autre question concernant est-ce que le rivaroxaban est supérieur aux antivitamines K sur le risque hémorragique? C'est une question du professeur Moustafir. C'est une excellente question. Alors, le professeur Moustafir connaît très bien la méta-analyse de Roth qui a été publiée en 2014. Il n'est pas inférieur. Il n'est pas inférieur. C'est-à-dire, sur le risque ischémique, il diminue le risque ischémique par rapport aux AVK, mais par rapport au risque hémorragique, il n'est pas inférieur. Ceci dit, par rapport aux autres AOD, le rivaroxaban donne un peu plus d'hémorragie, en particulier des hémorragies digestives. Et donc, à ce moment-là, il faudrait bien sûr évaluer le risque-bénéfice. Si la personne a un poids normal, sans facteur de comorbidité, sans autres médicaments associés, à ce moment-là, si la clairance de la créatine plus de 50, rivaroxaban 50, rivaroxaban 20. Si la clairance de la créatine moins de 50, à ce moment-là, rivaroxaban 15. Mais bien entendu, le risque de saignement parmi les trois AOD que nous utilisons le plus, c'est-à-dire rivaroxaban, apixaban et dabigatran, il faudrait bien sûr avoir un bilan numération, un analyse masse corporelle, un bilan hépatique, une fonction rénale, tenir des comorbidités et tenir compte des comédications. Et j'insiste là-dessus et je remercie le professeur Moustafir de poser la question. Il faut toujours être en avance par rapport au risque hémorragique des AOD ou des antivitamines K. Et ça, quand on donne un médicament, un AOD, il faudrait absolument checker la liste et bien éduquer les patients parce que c'est cette double mesure qui permet d'éviter les risques hémorragiques, malheureusement, en particulier les hémorragies cérébrales. Et pour terminer la réponse, si c'est entre les deux choix hémorragiques ou ischémiques, il faut toujours avoir beaucoup plus peur d'hémorragie cérébrale qui peut être mortelle. Et c'est là un vrai challenge dans l'utilisation des AOD. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur à quel niveau de cytolyse hépatique, c'est-à-dire le niveau de transaminase, il faut arrêter les anticoagulants directs.
Bon, il y a 3 gens qui ont posé cette question. Au principe, si on a des transaminases plus de 2 à 3 fois la normale, et si on voit que les transaminases, d'abord, le fait d'avoir des transaminases élevées, ça augmente le risque hémorragique. Le fait d'avoir une hépatopathie, ça augmente le risque hémorragique. Et quand les transaminases sont plus à 2 à 3 fois la normale, à ce moment-là, il faut faire extrêmement attention. Une question des docteurs. Vous avez des patients à faible poids qui prennent d'autres médicaments anti-inflammatoires et qui ont un sujet encore qui sont plus âgés. Il faut faire extrêmement attention. Une question du docteur Gérani. Donc, sous NACO, comment savoir que le malade est bien anticoagulé? Est-ce qu'il a des résistances à cette substance? En principe, non. Nous n'avons pas, ça ne sert à rien de demander un TPINR. On continue à avoir des malades qui font des TPINR sous NACO alors qu'il n'y a pas d'indication. En principe, quand on donne un NACO, c'est un traitement généralement sans aucune surveillance. La surveillance, c'est une surveillance clinique. Mais bien entendu, pour ne pas tomber dans le risque hémorragique, il faut tenir compte de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la fonction hépatique, fonction rénale, comorbidité et âge aussi qui joue. Il faut suivre la dose, ça c'est important, le moment de la dose. Et j'insiste là-dessus, parce que quand on prend un traitement en 2 doses par jour, ce n'est pas une seule dose et on n'est pas couvert. Et adapter la dose en fonction des paramètres dont on a parlé. Mais on n'a pas les études aujourd'hui de safety et surtout de terrain, de real world, comme le Gloria, comme d'autres registres, montrent que quand on donne ces médicaments, il y a 2 éléments qui sont importants qui sont apparus. Tant qu'on fait augmenter les prescriptions des AOT, tant qu'on a la diminution des accidents cérébrovasculaires et emboliques sans augmenter le risque hémorragique. Ça, c'est les expériences aussi bien britanniques que les expériences allemandes et qui sont tout à fait claires sur ce sujet-là. Donc, il n'y a pas, pour Ahmed Gérani, il n'y a pas de suivi par un TPINR. Voilà. Merci, Ahmed. Voilà. Merci, Ahmed. Surveillez juste la fonction rénale, s'il est un peu altérée, il faut surveiller, il faut surveiller la fonction hépatique. Merci beaucoup. Merci. Aïda, tu es là? Bon, la première question. Les 3 tuniques cardiaques peuvent être atteintes dans les maladies systémiques, notamment dans la maladie lipique. Dans ce cas, le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie et les immunosuppresseurs. Quelle est la place de la colchicine dans la myocardite, sachant qu'elle est habituellement prescrite dans la péricardite? Oui, c'est une excellente question. C'est une question qui ne concerne pas uniquement les maladies de système, puisque, comme nous le savons, la colchicine est utilisée même dans les péricardites virales. Et il y a eu des études animales, notamment murines, qui ont montré qu'il pouvait y avoir un bénéfice de la colchicine dans l'inflammation du myocarde. Mais encore une fois, aucune preuve. Il semblerait que ça concernerait certains profils génétiques de patients. Donc, c'est une molécule qui n'est pas chère. Sur le principe physiopathe, ça peut être envisageable, ça peut être compris. Donc, il faut qu'on attende le résultat des études. Pour l'instant, rien n'est validé dans ce sens. Une question. Et myocardite secondaire à Covid-19, est-ce qu'on peut donner l'hydroxychloroquine? Un toxicibus suite à un Covid est-il possible? Oui. D'abord, c'était attendu que la question enclenche de l'intérêt parce que c'est une question qui est débattue. Il n'y a aucun consensus. Le webinaire organisé par la signataire des recommandations, donc qui est une grosse pointure dans les myocardites, était clair dans ce sens, en tout cas sur le plan thérapeutique, était clair pour dire qu'il n'y a aucune preuve d'aucun traitement pour l'éventuelle myocardite à Covid. L'inflammation qui existe dans ce cas de figure est une inflammation générale. Il y a un œdème, il y a un orage cytokinique comme on le sait, il y a une réponse immune. C'est ce qui fait qu'il y a une altération cardiaque. Alors cette inflammation, est-ce qu'on peut la nommer, la qualifier de myocardite ou pas? On ne s'est pas tranché. En tout cas, il y a une souffrance. Et pour l'instant, aucun médicament n'a fait ses preuves sur cette souffrance-là. Notre question, la fibrose septale à l'ARM est-elle un marqueur pronostic d'événement cardiaque?
C'est plus du trouble de conduction. Si oui, quelle est la fréquence des étiologies type sarcoïdose? Alors, donc je vais essayer de répondre aux questions peut-être séparément. Donc, le rehaussement tardif médio-ventriculaire est un facteur pronostic dans les cardiomyopathies dilatées qui est très important et qui est, en analyse multivariée, plus important que la fraction d'éjection. Et donc, nous attendons ardemment que ce facteur rentre dans les indications des défibrillateurs notamment, et les rythmologues pourront en parler mieux que moi. Oui, c'est un facteur pronostic pour la CMD, ça c'est sûr. Maintenant, pour la sarcoïdose, si vous pouvez répéter la question, la question était de savoir la fréquence de l'atteinte cardiaque? Oui, c'est ça, exactement, oui. D'accord. Alors, pour la sarcoïdose, ce qu'il faut savoir, c'est que l'atteinte cardiaque sur autopsie est très fréquente. Donc, deux informations. Même si cliniquement, l'atteinte n'est pas aussi, elle n'est pas symptomatique, quand on va aux biopsies, l'atteinte cardiaque est fréquente. Le fait de diagnostiquer et de traiter une forme cardiaque de la sarcoïdose, ça peut faire passer la survie de 25 à 90%. Donc, il est très intéressant de faire ce diagnostic. Maintenant, pour diagnostiquer les formes aiguës et chroniques pour faire la différence, donc les myocardites aigus à sarcoïdose sont beaucoup plus rares que les formes chroniques. C'est une maladie qui va évoluer de manière insidieuse. Lorsque c'est la forme aiguë, ça donne souvent des myocardites fulminantes. Donc à ce moment-là, il est intéressant de faire donc les biopsies pour pouvoir instaurer un traitement. Et effectivement, comme c'est dit dans la question, ça répond très bien aux immunosuppresseurs. Maintenant, et bien sûr, les troubles, en particulier quand on a un choc avec des troubles de conduction, c'est évident que là, il faut penser à la sarcoïdose, à la maladie de Lyme et à certaines laminopathies. Maintenant, pour les formes chroniques insidieuses, il faudra faire, à chaque fois qu'on a, pour moi, à mon sens, une cardiomyopathie, dans le bilan biologique, une enzyme de conversion qui, lorsqu'elle est basse, peut orienter vers la sarcoïdose. On a un pattern dans les formes chroniques à l'IRM qui n'est pas typique pour faire le diagnostic de la sarcoïdose, mais à ce moment-là, on va aller chercher des atteintes extracardiaques pour faire le diagnostic. Ce qui est très important, je pense que ça, on ne le dira jamais assez, c'est lorsqu'on a une sarcoïdose systémique, pour peu que le patient ait des palpitations, ça peut constituer un critère clinique de diagnostic d'une sarcoïdose cardiaque, des palpitations. A fortiori s'il a des troubles sur le Holter. Donc, systématiquement, si le patient devient symptomatique alors qu'il a une sarcoïdose systémique connue, il faudra demander un Holter, demander une IRM cardiaque. Merci Aïda. Donc, on va passer aux questions du Dr Benjamin Arlos. La première question, conduite à tenir diagnostic d'une atteinte coronaire chez un patient avec allergie confirmée à l'iode. C'est une question du Dr Laroussi Mohamed de Rabat. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Donc, c'est typiquement le genre de situation où on va d'abord privilégier un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Donc, par exemple, une échographie cardiaque de stress sous dobutamine ou une échographie d'effort ou une scintigraphie ou encore une IRM avec injection de gadolinium. Donc ça, c'est le genre de situation, effectivement, où le coroscanner, la question ne va même pas vraiment se poser. Après, par contre, si on retrouve une ischémie qui est franche, qui est significative, il faudra évidemment réaliser une désensibilisation et puis un protocole aussi avec des corticoïdes et selon tous les allergologues sont pas tout à fait d'accord là-dessus, mais en tout cas avant l'injection de produits de contraste. Mais en tout cas, c'est clair que c'est plutôt un test fonctionnel couplé à l'imagerie plutôt qu'une imagerie anatomique en cas d'allergie à l'iode. Notre question, le score calcique doit-il être systématiquement fait avant d'injecter? Et à quel score ne pas injecter et faire une coronarographie? Alors, c'est une question difficile. Le score calcique, en fait, nous, en pratique, on le réalise systématiquement. Alors, s'il y a des symptômes, on va évidemment jamais s'arrêter au score calcique. C'est-à-dire que si le score calcique est nul, ça ne veut absolument pas dire que le patient n'a aucun risque d'avoir une coronaropathie. Donc, chez le patient symptomatique, le score calcique, il le sert uniquement à savoir si les calcifications sont trop importante pour penser que la qualité d'image sera suffisante. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on s'arrête. Et donc, le seuil, après, par contre,
C'est un petit peu variable selon les centres. Alors, celui qui revient le plus souvent, c'est le seuil de 1000, mais on a tendance à, dans certains centres, à aller plutôt vers 400. Mais encore une fois, ça reste un chiffre et quelqu'un qui a 600, 700 ou même 800 de score calcique, ça peut très bien consister en des petites plaques calcifiées tritronculaires, des fois un peu distales, et donc qui ne générera pas forcément de façon constante l'interprétation. Donc si c'est sous cette forme-là, ça ne me gênera pas d'injecter le patient. J'ai encore eu le cas avant-hier d'un patient qui avait à peu près 800 de score calcique coronaire, mais c'était des calcifications qui étaient tritronculaires et qui étaient relativement bien disséminées et on voyait parfaitement bien les coronaires. Le patient n'avait pas de problème particulier, pas de lésion coronaire significative. Par contre, bon, voilà, si on est à plus de 1000 ou si on a des paquets calcifiés assez proximaux, dans ce cas-là, on peut se dire que la qualité d'image sera insuffisante, qu'on aura des artefacts de blooming liés aux calcifications, et donc il vaut mieux ne pas injecter le produit de contraste et préférer un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Question, peut-on démarrer un traitement par statine si le score classique est élevé? Alors, ça, on va dire, entre les États-Unis et l'Europe, c'est encore une question débattue. Si le patient est diabétique, la question se posera beaucoup plus. Chez le patient qui est totalement asymptomatique et qui n'est pas diabétique, a priori, en tout cas, il n'y a pas de recommandations vraiment qui vont dans ce sens-là. Par contre, si on a un score calcique très élevé chez un patient qui est diabétique, alors de toute façon, la question va être déjà de savoir s'il ne faut pas plutôt aussi faire une recherche d'ischémie non invasive et puis à ce moment-là guider les traitements. Mais probablement que c'est plutôt en fonction des facteurs de risque. Donc celui qui n'est pas diabétique, probablement que moi en tout cas je lui proposerai pas de traitement par statine. Par contre, évidemment, tout dépend du niveau de calcification dont on parle. Si on est à quelqu'un qui a 3000 de calcification, évidemment, de toute façon, on ira plus faire d'autres tests. Si on a un niveau de calcification qui est juste un peu élevé, même chez le diabétique, on ne fera pas forcément de prescription de traitement. C'est vraiment selon le patient et selon ses facteurs de risque. Question, Madame Abdelali. Coroscanner chez un patient en fibrillation auriculaire, limite ou non? Alors, pas forcément, parce que nous, par exemple, on fait systématiquement le scanner coronaire, enfin le scanner cardiaque plutôt, avant l'ablation de fibrillation atriale pour le volume de l'oreillette et la morphologie des veines pulmonaires. Et on se rend compte que chez la plupart de nos patients, on arrive quand même à avoir une assez bonne évaluation de l'anatomie coronaire et de la présence de lésions significatives ou non. D'ailleurs, il y a des études en ce sens qui ont été menées et qui permettent de savoir que le coroscanner est plutôt fiable. Alors maintenant, évidemment, c'est pas forcément la situation la plus agréable, mais en tout cas, le plus souvent, on peut permettre de conclure. Maintenant, c'est vrai que voilà, plus le rythme est irrégulier et rapide, plus on pourra avoir des artefacts et plus on aura tendance à avoir des examens qui ne sont pas forcément interprétables. Une dernière question. Le coroscanner doit-il remplacer le CGD fort diagnostic? Alors, le CGD fort, je pense que ça a été assez bien dit dans la dernière recommandation, et c'est un gros changement aussi par rapport aux recommandations plus anciennes. Il faut, a priori, que ça reste vraiment un examen, en tout cas dans la douleur thoracique, de deuxième ligne. C'est-à-dire, si le scanner, enfin, si les tests anatomiques ou les tests fonctionnels couplés à l'imagerie ne sont pas réalisables, dans ce cas-là, on peut proposer le CGD fort. Par contre, le CGD fort garde aussi d'autres indications comme la réponse tensionnelle à l'effort, l'évaluation d'un traitement l'évaluation d'un patient sous traitement, ce genre de choses. Mais par contre, dans le cadre de la douleur thoracique, c'est vraiment de la deuxième ligne et donc le scanner coronaire, mais comme les autres tests fonctionnels couplés à l'imagerie, doivent vraiment le remplacer et ça, c'est vraiment très important de le rappeler à tout le monde. Yeah, merci Ahmed, merci Aïda, merci Benjamin, merci à l'AMCAR pour l'organisation de cet excellent webinaire. Et je passe la parole au Monsieur le Président Saïd pour conclure. Écoute, merci beaucoup, C'est Ali, pour ta modération qui était excellente, vraiment brillante et succincte, précise, magnifique, bien cadrée. Je voudrais remercier nos éminents orateurs qui étaient excellents. Alors là, excellent, bravo Ahmed, bravo Aïda, bravo Benjamin, c'était super, super. On a suivi avec beaucoup, moi personnellement, avec beaucoup de plaisir ton exposé. Au fait, c'était pas moi qui avait déniché le docteur Alos, c'était Hassan Mir. Et il m'avait demandé d'aller le voir dans une autre session parce qu'il a fait, je crois, lors du congrès, 3 ou 4 exposés. Et donc, je confirme et j'ai confirmé. Et en tout cas, on ne regrette pas. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup pour ta disponibilité
et pour ta générosité. Alors, avant de terminer, je voudrais remercier les laboratoires Bayer, bien sûr, qui ont participé à ce webinaire. Je voudrais rappeler les programmes des webinaires de cardiologie qui sont extrêmement riches. Les cardiologues marocains sont très, très actifs et nous nous en réjouissons franchement parce que le niveau de formation continue est excellent et ça, grâce à toutes les sociétés savantes marocaines qui font un petit peu de leur mieux. Voilà, donc demain, il ne faut pas oublier le webinaire de la clinique cardiologique Casa-Onfa avec Moti et aussi Bouralem. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est magnifique, ça sera très bien. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi avec la SMC, notre ami Aïcha Aouad, qui fait appel pas aux 3 mousquetaires, mais aux 4 mousquetaires, les 3 que vous connaissez très très bien, Ahmed Bennis, Si Moustafir et Benias, et la modération avec notre ami Sil Alami. Le mercredi, et là j'insiste beaucoup, n'oubliez pas ce débat exceptionnel de l'AMCAR qui va être fait sur le Covid et qui va être fait en présence du professeur Parola, qui est un proche collaborateur du professeur Didier Raoult et qui va répondre à nos questions. Ça ne sera pas une présentation, il n'y aura pas de slide, il y aura des questions, j'espère, d'un certain niveau pour les cardiologues, mais aussi pour les non-cardiologues. N'oubliez pas le jeudi avec nos amis de Marrakech, de la société de cardiologie de Marrakech, et aussi qui vont nous faire des exposés magnifiques, là encore. Et le vendredi avec la Société marocaine des maladies vasculaires à 15h. Voilà, j'ai tout dit. Encore une fois, un grand merci à tout le monde, au laboratoire, et à la prochaine. Encore une fois, un grand merci. Au revoir et à bientôt.